Bonjour, je suis Chris Burns, bienvenue dans The Network, un débat intense en réseau, voici les titres. L'Europe est le premier donateur mondial pour l'aide au développement en lui consacrant plus de 50 milliards d'euros par an. Dans ce cas, pourquoi tant de migrants quittent-ils les pays qui la reçoivent? On parle d'utiliser une partie de cet argent pour faire face à la crise des migrants. Le flux pourrait d'ailleurs être plus important avec la météo clémente du printemps. Pour les ONG, ce n'est pas la solution car réduire l'aide pourrait signifier davantage de migrants économiques qui sont déjà plus nombreux que les réfugiés syriens. Comment l'Union peut-elle répondre à ces deux crises en Europe et dans les pays en développement et comment payer dans un contexte de budgets nationaux et européens resserrés? Connecté dans cette édition ici à Bruxelles, Nirj Deva, vice-président de la Commission du développement au Parlement européen et eurodéputé britannique du groupe des conservateurs et réformistes européens. Enrique Banze, sous-secrétaire général chargé du département financement du développement au sein du groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique ou ACP. Et Eugenio Ambrosi, directeur régional pour l'Union de l'Organisation internationale pour les migrations ou OIM. Bienvenue à vous tous. Première question pour vous trois. On commence par Nirj. Pourquoi y a-t-il tant de migrants économiques alors que nous versons tant d'argent pour le développement? Parce qu'on ne crée pas d'emplois dans les pays en développement. Quels emplois a-t-on créé en Afrique? Le continent dispose d'emplois dans la production agricole et l'exploitation de minerais. Est-ce qu'on permet aux Africains d'exporter leurs produits chez nous, de créer de la valeur ajoutée en les mettant en conserve? Non. En les transformant, en les emballant? Non. Enrique, c'est votre point de vue également? Absolument. La création d'emplois est un aspect important, en particulier quand on regarde la situation des femmes et des jeunes, qui représentent la plus large part des migrants arrivant en Europe aujourd'hui. Mais l'aide au développement doit aussi s'attaquer aux facteurs fondamentaux qui sont essentiels à une transformation économique. Eugenio, comment voyez-vous les choses? Les migrations ont toujours été dans l'histoire, l'un des moteurs principaux du développement, à tel point que pour un pays donné, les envois de fonds des migrants vers leur nation d'origine seront en 2016 environ 5 fois plus élevés que l'aide internationale au développement qui sera versée. Donc ils partent aussi parce que cela favorise le développement de leur pays. Mais les envois de fonds contribuent-ils vraiment au développement de ces pays, Enrique? Il y a un débat sur l'importance des envois de fonds pour l'aide au développement. Bien sûr, ce sont des ressources importantes pour les familles, la communauté, mais on peut se demander dans quelle mesure cet argent contribue au développement parce que c'est de l'argent privé. C'est un sujet essentiel qu'il faut aborder. C'est faux, j'ai étudié la question. Ce qui se passe avec les envois de fonds, c'est que dans les pays d'origine, ils font augmenter les prix, par exemple, lors des cessions de biens. Ils ne créent pas d'emplois. Nirj, vous avez des origines sri-lankaises. Pensez-vous que l'Union fasse une erreur quand elle veut consacrer l'aide au développement à la crise des migrants? C'est une énorme erreur, mais comme nous sommes presque en faillite, où trouver l'argent nécessaire? En fait, on devrait aborder la crise des migrants en aidant les personnes qui se trouvent dans des camps, et non pas celles qui ont la capacité physique et financière suffisante pour traverser l'Europe à pied et arriver en Grande-Bretagne ou ailleurs. C'est une autre erreur. Eugenio, quel est votre avis? Vous suivez de près cette crise des migrants. C'est en partie vrai, oui, il faut aider les gens dans les camps, mais ceux qui viennent en Europe n'ont pas nécessairement une capacité physique et financière suffisante. Sinon, ils ne traverseraient pas l'Europe à pied. La réponse est beaucoup plus complexe et je ne suis pas d'accord pour dire que c'est une crise majeure. Cette augmentation de la pression migratoire sur l'Europe pourrait facilement être gérée par les 28 s'ils agissaient de manière coordonnée. Enrique, c'est une erreur de réorienter cet argent? Non, il est important de voir quelles sont les causes des migrations. Quelles sont-elles? Elles ont plusieurs dimensions. Si on voit les choses d'un point de vue économique, bien sûr, on peut faire face. Mais jusqu'à présent, l'aide n'a pas tellement tenu compte des migrations elles-mêmes. Elle représente un phénomène immense qu'il faut voir aussi sous l'angle des conflits. Et c'est davantage à ce niveau que nous pouvons agir et résoudre cette crise. Les migrations, ce n'est pas un phénomène nouveau en Europe. Vague après vague, depuis 2000 ans, la population européenne d'aujourd'hui s'est formée de cette manière. Mais demandons-nous plutôt ce qui pourrait arriver si ce qui s'est passé en Syrie, d'où viennent 38% des migrants arrivant aujourd'hui en Europe, se produisait en Égypte. Bonne question.
Eugenio, permettez-moi de revenir sur cette idée de réorientation des budgets. De l'aide a été transférée vers les pays qu'on estime davantage dans le besoin, au détriment de nations comme l'Inde, par exemple. Ces réorientations sont-elles judicieuses d'après vous? Non, réorienter l'argent du développement vers la crise des migrants est une erreur. Il faut une réponse cohérente et coordonnée pour les migrations, pour l'aide au développement et enfin pour prévenir les crises politiques qui génèrent ce flux migratoire d'ampleur. Vous avez parlé de l'Égypte, mais une crise importante couve dans le nord-est du Nigeria. Que se passera-t-il si la situation sur place devient encore plus explosive? Apparemment, les budgets ne sont pas illimités, Enrique. Vous êtes vous-même originaire du Mozambique, mais au sein du groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, vous représentez un grand nombre de pays différents. Selon vous, c'est une bonne chose de réorienter l'argent vers les pays en développement qui en ont le plus besoin? Non, la solution, ce serait une approche plus globale. Le phénomène des migrations a plusieurs dimensions. On doit s'attaquer à des questions économiques, sociales, politiques, sécuritaires. Je dirais que, de manière plus générale, atteindre les objectifs de développement durable serait une manière de répondre à toutes les questions de migration. Vous parlez des objectifs des Nations Unies. Est-ce que je peux poser une question à Enrique? Enrique, pourquoi des pays qui n'ont pas reçu de fonds européens, comme les pays asiatiques, dont le Vietnam, la Thaïlande, le Cambodge et la Corée du Sud, sont devenus riches en peu de temps et ont créé une économie? Et les pays qui ont subi l'accord de Cotonou, la convention de Lomé et tout ça, sont toujours aussi pauvres. S'il vous plaît, comment l'expliquez-vous? La raison est simple, parce que l'aide au développement est une des manières d'aider à sortir de la pauvreté. Il y a bien d'autres choses à faire en parallèle. Et il est aussi important de noter que la plupart de ces pays pauvres ont un niveau de développement très faible et un système éducatif très peu développé. Donc pour eux, cela prendra beaucoup plus de temps. Permettez-moi de parler du secteur privé au sens large. Comment l'impliquer davantage, Eugenio? Son implication est un élément important. Les envois de fonds des migrants, on a dit que c'était de l'argent privé. Oui, c'est un élément important. Mais les États ne devraient pas simplement déléguer leurs responsabilités en matière de coopération internationale au secteur privé, dans la mesure où, comme c'est son argent, la responsabilité lui incomberait et les États pourraient s'en laver les mains. Comment encourager le secteur privé quand on constate une forme de méfiance envers certains pays où il pourrait y avoir de la corruption et un manque de transparence dans les investissements NIRJ? Je viens juste de travailler au sein de ma commission sur un rapport dédié au secteur privé et au développement. Pour la première fois en 35 ans d'examen de questions de développement au Parlement, le rapport a été adopté. Mais mon équipe a eu beaucoup de mal à parvenir à ce résultat parce que beaucoup de gens dans ce Parlement n'ont jamais consacré un centime au développement. Ok, Enrique, comment encourager le secteur privé à participer? C'est difficile, non? Oui, je pense que le secteur privé est un moteur important du développement économique et social. Les États, bien sûr, ont leur rôle à jouer, mais ce sont des facilitateurs. On ne devrait pas faire porter toutes les responsabilités sur les États, et de nombreux acteurs dans le secteur privé ont un rôle essentiel à jouer, et l'État doit leur faciliter les choses. Ok, et que dire des subventions aux agriculteurs en Europe et aux États-Unis? Certains disent que cela pénalise ceux des pays en développement. Eugenio, quel est votre point de vue? Comment résoudre le problème? Je ne sais pas exactement comment le résoudre. C'est un problème énorme et cela pénalise les agriculteurs dans les pays en développement. Mais quand on parle du secteur privé et de l'aide au développement, nous devrions aussi nous interroger nous-mêmes sur la manière dont nous avons utilisé ces outils par le passé et voir pourquoi ils n'ont pas été efficaces. Enfin, que faire face à cette lassitude vis-à-vis de l'aide au développement? Certains disent que l'on y consacre tellement d'argent. On parle d'environ 60 milliards d'euros par an entre les États membres et l'Union. Mais pour s'attaquer véritablement à cette question, il faut 1000 milliards. Et on ne peut les trouver qu'à un seul endroit. Où ça? Dans le secteur privé. Je pense que le plus important, comme je l'ai dit, c'est d'agir aux racines du développement économique et en particulier dans le renforcement des capacités des pays en développement eux-mêmes. C'est important dans l'éducation des enfants, dans l'émancipation, etc. Donc il y a beaucoup plus de choses à faire. Il ne faut pas se contenter de parler d'argent, mais s'intéresser à des questions qui ont plusieurs dimensions. Merci Enrique, c'est tout pour aujourd'hui. Je voudrais remercier nos invités, NIRJ Deva, Enrique Banze et Eugenio Ambrosi. C'était Chris Burns, à bientôt dans The Network.